Sayın Başkan, değerli Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée Générale, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les délégués, en mon nom propre et au nom de ma nation, je vous salue chaleureusement. À l'occasion du 80e anniversaire de l'Assemblée Générale, je souhaite le meilleur à l'humanité. C'est un honneur pour moi de m'adresser à vous une fois encore depuis cette tribune, qui représente la conscience collective de l'humanité. Je félicite M. Young de son mandat en tant que président de l'Assemblée Générale pendant la session antérieure, et je souhaite beaucoup de succès à Mme Baerbock qui vient d'assumer la présidence de l'Assemblée Générale. À l'entame de mon propos, je souhaiterais tout d'abord dire que je me désole de l'absence du président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, à l'heure où la Palestine a été reconnue par un nombre accru de pays. Aujourd'hui, je me dresse devant vous afin de représenter les 86 millions de citoyens turcs, et nous souhaitons également exprimer notre solidarité à l'endroit des frères et sœurs palestiniens dont la voix est muselée. Je remercie tous les pays qui ont annoncé qu'ils reconnaissaient l'État de Palestine. Et j'exhorte tous les autres pays qui n'ont pas encore fait à faire de même. Il faut reconnaître l'État de Palestine. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, la charte de l'ONU a été signée à San Francisco il y a 8 décennies, et elle est entrée en vigueur le 24 octobre 1945. Et je souhaiterais vous rappeler les premiers mots de l'article 1er de la charte de l'ONU, à savoir: le but des Nations Unies est de maintenir la paix et la sécurité internationale. Fin de citation. Nous célébrons cette année le 80e anniversaire de l'ONU. À cette occasion, nous assistons à des événements dramatiques à travers le monde qui montrent que les premiers mots de l'article 1er de la charte de l'ONU n'ont pas été respectés, tout particulièrement à Gaza. Au vu et au su de tous, un génocide est en cours depuis désormais plus de 700 jours. À l'heure où nous sommes réunis, à l'heure où nous parlons, Israël continue de massacrer des civils à Gaza. Le nombre de victimes civiles à Gaza dépasse désormais les 65 000 personnes. Hélas, nous ne savons toujours pas combien de personnes sont prises au piège parmi les débris. Et il y a plus de 20 000 de ces victimes qui sont des enfants. Au cours des 23 derniers mois, un enfant est assassiné par Israël à Gaza chaque heure qui passe. Vous m'avez bien entendu, chaque heure qui passe. Et ce ne sont pas seulement des chiffres, chers amis. Chacun de ces enfants est une personne, un être humain, des personnes innocentes. Et ces personnes sont tuées à l'aide d'armes, mais pas seulement. La faim est également utilisée en tant qu'arme. Au XXIe siècle, au vu et au su du monde civilisé, 428 personnes sont mortes de la faim. Sur ces 428 personnes, 146 étaient des enfants. Et ces chiffres augmentent jour après jour. Je souhaiterais maintenant vous montrer une photo qui vous montre le quotidien de la population à Gaza. Voilà la première photo. Comme vous pouvez le voir, nous voyons là des femmes avec des seaux. Essayez d'y réfléchir un instant, essayez de répondre à la question suivante. Comment justifier cette brutalité en 2025 ? Cette photo est un affront pour l'humanité. Cela illustre la situation qui dure depuis près de 2 ans à Gaza. Il y a à Gaza 2,5 millions d'habitants. Ils vivent sur un territoire de 365 km². Et jour après jour, qu'est-ce qui se produit ? Eh bien, cette population est déplacée d'un endroit à l'autre. Concernant le système de santé de Gaza, il s'est effondré totalement. Les médecins ont été tués. Ils sont portés disparus. Des ambulances ont été ciblées. Des hôpitaux ont été détruits. Il est impossible pour les patients d'avoir accès à des soins. Il est impossible de pratiquer des opérations chirurgicales. Les médicaments sont introuvables, chers amis.
mon cœur est déchiré par ces images. Il y a des enfants, des nouveau-nés, des bébés âgés de 2 ou de 3 ans qui ont été mutilés, auxquels il manque des pieds, des bras, des mains. C'est désormais des scènes quotidiennes à Gaza. Regardez cette photo. Comment notre conscience humaine peut-elle supporter une telle photo? Comment pouvons-nous rester silencieux face à cette situation? Comment accepter que ces enfants meurent de faim? Nous avons tous des enfants, nous sommes parents, nous sommes grands-parents. Nous avons des enfants et des petits-enfants que nous aimons tant. Ici, aux États-Unis, ou en Europe, aux 4 coins de la planète. Lorsqu'un enfant se blesse extrêmement légèrement avec, par exemple, l'épine d'une fleur, eh bien, cela peine les enfants, cela peine les parents. Mais à Gaza, il y a des enfants qui sont amputés sans anesthésie. Je regrette de le dire, mais je pense que l'humanité a atteint un véritable gouffre. Cela fait un siècle que nous n'avions pas assisté à un tel massacre. Tout cela se produit devant nous. Le génocide à Gaza est filmé. Il est filmé, il est diffusé en temps réel, à chaque instant, par le biais des médias et des réseaux sociaux. À ce jour, Israël a de façon délibérée tué 250 journalistes. Des journalistes qui travaillaient pour des organes de presse nationaux ou internationaux à Gaza. Israël n'a pourtant pas réussi à dissimuler le génocide en cours. Je soutiens pleinement le secrétaire général Antonio Guterres, car il a eu de cesse d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les génocides en cours dans les territoires palestiniens, et je souhaiterais une fois encore le remercier de son courage. Néanmoins, l'ONU n'a pas été en mesure de protéger le personnel de l'ONU à Gaza, hélas. À Gaza, il y a 500 personnes qui se sont précipitées pour en sauver d'autres. Sur ces 500 personnes qui ont été tuées, 326 étaient des membres du personnel de l'ONU. Excellences, mesdames et messieurs. Je pense que le terme de génocide, ou le terme de Shoah, est un concept qui consiste à faire référence à l'extermination massive de populations. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les populations qui sont massacrées à Gaza. Les animaux, eux aussi, sont ciblés et tués à Gaza. Les terres agricoles, les potagers, les arbres, des oliviers vieux de plusieurs siècles ont été détruits. L'approvisionnement en eau a également été ciblé et détruit à Gaza. L'eau est contaminée. Des bâtiments, des maisons, des bibliothèques, des hôpitaux, mais également des écoles, des mosquées, des églises, le patrimoine historique de Gaza ont été détruits de façon délibérée. Le sol même, à Gaza, a été rendu stérile, incapable de nourrir les animaux. Les plantes ne peuvent plus y pousser. Je souhaiterais maintenant vous montrer une autre photo. Et je souhaiterais vous poser une question. Regardez cette photo. Comment prétexter de préoccupations sécuritaires pour justifier ce que l'on observe ici? Et je souhaiterais le dire ouvertement, il n'y a pas de guerre à Gaza. Nous ne pouvons pas parler de guerre entre deux belligérants à Gaza. Car à Gaza, vous avez d'un côté une armée régulière, avec les armes les plus sophistiquées au monde, et d'autre part, des civils innocents, des enfants innocents. Ce n'est pas un combat contre le terrorisme. Il s'agit là d'une occupation. Nous assistons à des déportations, à un exil forcé, à un génocide, à la destruction de la vie à une grande échelle. Et tout cela sous prétexte des événements du 7 octobre. Gaza est détruit sous prétexte de ce qu'a fait le Hamas. Mais dans le même temps, en Cisjordanie, où le Hamas ne gouverne pas, la Cisjordanie, elle aussi, est occupée petit à petit. Et les innocents civils sont exécutés. Par ailleurs, Israël ne se contente pas de cibler Gaza et la Cisjordanie. Elle a ciblé la Syrie, Israël a ciblé le Yémen,
le Liban, Israël menace également la paix régionale. Récemment, Israël a mené à bien une attaque qui a ciblé une réunion entre des délégations à Qatar. Une délégation qui participait aux négociations pour le cessez-le-feu. Cette attaque qui a ciblé le Qatar nous a également montré que les dirigeants israéliens opèrent désormais en dehors de tout contrôle. Bien entendu, Netanyahou n'a pas du tout l'intention de promouvoir la paix ou de permettre la libération des otages. Et ce ne sont pas que les voisins d'Israël qui sont concernés, tous les pays du Moyen-Orient font face à ces menaces irresponsables de la part d'Israël. Et nous devons prendre conscience du fait que, avec ce comportement de plus en plus agressif de la part d'Israël, en Europe et dans l'Occident, les valeurs qui ont émergé après la Seconde Guerre mondiale ont été minées. Les droits humains fondamentaux, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de réunion, les droits des femmes, les droits des enfants, la démocratie, l'égalité, la justice, tous ces droits ont été ébranlés. À ce stade, je pense que nous devons regarder la réalité en face. Le gouvernement israélien est absolument obnubilé par l'idée de la terre promise. Le gouvernement israélien menace ouvertement la paix régionale et les valeurs partagées de l'humanité. Jérusalem est un lieu saint pour les 3 religions monothéistes. Jérusalem, c'est le patrimoine commun de l'humanité. Il y a la mosquée Al-Quds qui est un lieu qui est sacré pour les 3 religions. La ville de Jérusalem, Al-Quds, est un lieu sacré pour les 3 religions monothéistes. La folie du gouvernement israélien doit cesser. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu à Gaza dès que possible. Les attaques doivent cesser. Il faut permettre l'acheminement de l'aide humanitaire sans entrave. Les responsables du génocide doivent rendre compte de leurs actes, puisqu'ils ont violé le droit international. Et, si Dieu le veut, cela se produira. En ce qui concerne ce qui se passe, les atrocités à Gaza, toutes celles et ceux qui restent silencieux se rendent complices de cette barbarie. Je souhaiterais adresser un message à tous les chefs d'État et de gouvernement. Le moment est venu d'agir. Le moment est venu d'exprimer notre solidarité à l'endroit du peuple palestinien opprimé, à l'endroit de l'humanité. Vos populations, dans vos pays, manifestent pour condamner les atrocités à Gaza. Vous devez trouver en vous le courage d'agir. Vous devez honorer vos obligations vis-à-vis de Gaza. Gaza où les enfants meurent. Je souhaiterais aujourd'hui formuler les commentaires suivants. Il y a à travers le monde des populations qui descendent dans les rues, des activistes, des armées, des universitaires, des étudiants, des journalistes. Toutes celles et ceux qui viennent défendre la Palestine. Et je souhaiterais leur dire merci beaucoup. Et je vous souhaite beaucoup de succès. Excellences, mesdames et messieurs. Cela fait 13 ans, depuis cette même tribune, que je vous parle de l'oppression et du conflit dans un pays voisin, la Syrie. Je me suis aujourd'hui exprimé pour défendre la population opprimée à Gaza. Et pendant 13 ans, j'ai également attiré votre attention sur les clameurs du peuple syrien. Je me suis fait leur porte-parole. La persécution a provoqué la mort d'1 million de personnes et a forcé des millions de personnes à fuir leur patrie. Et fort heureusement, nous avons tourné cette page avec la révolution du 8 décembre dernier. Nos frères et nos sœurs de Syrie ont entamé un nouveau chapitre depuis le 8 décembre. Et je pense que la population syrienne, qui s'est battue contre un régime sanguinaire, que cette population remportera également une autre victoire et qu'ils termineront le travail. Si Dieu le veut. Nous allons apporter notre soutien en faveur de cette Syrie unie
Sans terrorisme, il faut notamment éradiquer Daesh. Une Syrie libre, où la sécurité règne, voilà ce à quoi nous aspirons. La stabilité va prendre place en Syrie. Et à n'en pas douter, ceux qui vont en bénéficier, c'est également tous les pays voisins, la région dans sa totalité, et les Syriens eux-mêmes. En ce qui concerne les pays frères du Golfe, je souhaiterais les remercier de leur contribution. Vous avez contribué à la reconstruction de la Syrie. Je m'adresse également à tous les acteurs internationaux, les acteurs régionaux qui y ont contribué. Eh bien, nous contribuerons, je l'espère, à collaborer avec eux. Excellences, mesdames et messieurs. Pour ce qui est du dossier nucléaire, avec un pays voisin, l'Iran, j'espère que nous pourrons résoudre tout cela par la voie diplomatique. N'oublions pas que notre région ne peut se permettre une autre crise. La stabilité, la sécurité, la prospérité d'un pays voisin, l'Irak, sont extrêmement importants pour le bien-être de notre région. À cet égard, nous accordons la plus haute importance à la stabilité et à la prospérité. Et à cet égard, je souhaiterais citer le Development Path Project. Pour ce qui est de la région au nord de la Turquie, eh bien, nous accueillons le processus d'Istanbul entre la Russie et l'Ukraine. Ces deux pays sont des pays voisins pour nous. Par le biais de pourparlers directs, nous avons facilité l'échange de prisonniers et la restitution des dépouilles. Et nous avons travaillé pour contribuer à des négociations de paix entre les parties. N'oubliez pas que, avec une paix juste, il n'y a jamais de perdant. Alors que la guerre, elle, ne permet jamais de faire émerger un gagnant. Donc nous allons continuer à travailler. Entre-temps, nous avons encouragé, depuis le début, les parties à promouvoir la paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. À cet égard, nous sommes ravis que des mesures aient été prises le 8 août, des mesures qui vont nous permettre d'établir une paix durable entre les deux pays. Je souhaiterais une fois encore féliciter le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, le Premier ministre de l'Arménie, Nikol Pachinian, et le président américain Donald Trump, qui ont contribué à ce processus. Je les félicite. Par ailleurs, le processus de normalisation entre notre pays et l'Arménie avance comme prévu. En ce qui concerne le processus d'Ankara, autre activité de médiation de la part de la Turquie, eh bien nous continuons nos efforts pour résoudre le conflit entre la Somalie et l'Éthiopie. Et j'espère que cette négociation sera couronnée de succès dès que possible. Mesdames et messieurs, nous avons mis en œuvre la Convention de Montreux qui garantit la sécurité en mer Noire. Et nous le faisons, et nous respectons ce traité à la lettre de façon stricte depuis 89 ans. En ce qui concerne la mer Égée et l'est de la Méditerranée, cette région doit être une région prospère, il faut respecter les intérêts de toutes les parties concernées. Nous sommes prêts à coopérer de façon constructive sur toutes les questions, notamment les dossiers de l'énergie et de l'environnement. Et nous espérons, nous attendons de la réciprocité de la part de nos pays voisins. À cet égard, je souhaiterais souligner que les projets qui excluent la Turquie et la République turque de Chypre Nord dans l'est de la Méditerranée, que ces projets qui nous excluent ne seront pas couronnés de succès. La Turquie a des droits dans la partie occidentale de l'île de Chypre. Les Chypriotes turcs ont également des droits légitimes dans les zones limitrophes. En ce qui concerne la conférence sur l'est de la Méditerranée, c'est une conférence que nous avons proposée par le passé, cela pourrait contribuer à trouver un terrain d'entente. Concernant le dossier chypriote, nous avons par le passé essayé de résoudre le problème. Mais, étant donné que les Grecs chypriotes font preuve d'intransigeance, nous n'avons pas trouvé de solution. Ce n'est pas ainsi que nous pourrons résoudre le problème. Il y a deux États distincts, deux peuples distincts sur l'île de Chypre. Les Chypriotes turcs ont également le droit de vivre sur cette île. La communauté internationale doit mettre un terme à l'isolement injuste dont souffrent les Chypriotes turcs, et ce depuis 50 ans. Je souhaiterais réitérer l'appel que j'ai lancé lors des 3 dernières sessions de l'Assemblée générale. Et je le répète, la communauté internationale doit reconnaître la République turque du nord de Chypre,
et doit établir avec cette République des liens diplomatiques, politiques et économiques. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous souhaitons entamer de nouvelles relations avec l'Union européenne. L'objectif de cette vision ne doit pas être court-termiste. Nous devons redéfinir nos perspectives et notre avenir partagé. Et à cet égard, il est essentiel que l'Union européenne fasse preuve de la même détermination que la Turquie. En tant que fournisseur de sécurité, nous continuons de contribuer aux opérations et aux missions de l'ONU, de l'OTAN, de l'OSCE et de l'Union européenne. Le sommet annuel de l'OTAN aura lieu l'année prochaine dans notre pays, à Ankara. Les États-Unis sont notre allié à l'OTAN et nous avons une bonne relation avec des investissements dans le domaine de la défense, de l'énergie, du commerce, dans d'autres domaines, et nous renforçons notre relation avec les États-Unis. Nous accordons la plus haute importance à la paix, à la stabilité et à la prospérité de nos pays frères en Asie centrale, puisque c'est l'origine de notre peuple. L'Organisation des États turquiques va de l'avant avec confiance. Nous sommes en train de devenir un acteur international et non pas seulement un acteur régional. Nous ne ménageons aucun effort pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région des Balkans. Et nous avons d'ailleurs avec cette région des relations très étroites. La plateforme pour la paix dans les Balkans a été créée au mois de juillet. Il s'agit d'ailleurs du dernier exemple de cette coopération. Au mois d'octobre, nous allons assumer le commandement de la force KFOR. En Afghanistan, nous souhaitons que l'administration actuelle intègre tous les pans de la société et respecte les valeurs humaines. À cet égard, il est essentiel que la communauté internationale n'abandonne pas la population afghane. Et la Turquie se tiendra aux côtés de la population afghane à tout moment. Excellences, Mesdames et Messieurs. En ce qui concerne l'Asie du Sud, la préservation de la paix et de la stabilité revêt une importance cruciale. Nous accueillons favorablement le cessez-le-feu négocié à la suite des tensions au mois d'avril dernier entre le Pakistan et l'Inde. Ces tensions avaient abouti à un conflit. Il est essentiel de promouvoir la coopération entre ces deux pays pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme. La question du Cachemire doit être résolue conformément aux résolutions de l'ONU, et ce, dans l'intérêt de nos frères et de nos sœurs du Cachemire, et cela doit se faire par la voie du dialogue. En ce qui concerne le continent africain, que ce soit l'éducation, la santé, les infrastructures ou autres, nous améliorons nos relations année après année. Faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz. Et tout en appuyant le plus possible la Somalie, nous poursuivons notre aide humanitaire au Soudan. Le conflit qui perdure depuis plus de 2 ans nous attriste profondément. Mettre un terme au bain de sang au Soudan, parvenir à la paix pérenne, telle est la responsabilité commune de la communauté internationale. Et les efforts de la Turquie dans ce sens se poursuivront. La région des Grands Lacs a durement souffert d'années d'instabilité et de conflits permanents. Nous espérons que ces conflits à l'est de la RDC laisseront un jour la place à la paix pérenne et la stabilité. Nous appuyons pleinement les efforts menés sous médiation des États-Unis et sous la facilitation du Qatar. La recrudescence d'activités terroristes en Afrique de l'Ouest, notamment dans le bassin du Sahel, nous préoccupe vivement. Nous poursuivrons nos efforts inlassables afin de parvenir à la paix, la tranquillité, la stabilité pour les peuples de la région avec lesquels nous partageons des liens historiques. Nous nous inspirons de l'aigle à 2 têtes historique Seljouk, et je tiens à vous dire que nos relations avec les pays asiatiques dans notre politique étrangère revêtent une importance stratégique et nous avons une stratégie à 360 degrés. Dans le cadre de
notre initiative Retour vers l'Asie, nous renforçons notre coopération avec des organisations régionales telles que l'ASEAN, l'Association de l'océan Indien ou encore le Forum des îles Pacifiques. Nous continuerons de travailler en partenariat avec les pays asiatiques pour élargir la coopération. Nous sommes déterminés à renforcer les liens amicaux avec tous les pays de la région. Mesdames et messieurs, des tendances protectionnistes qui vont croissant dans le commerce international, les perturbations des chaînes d'approvisionnement provoquent des changements fondamentaux dans l'économie mondiale. Pour relever les défis actuels, nous sommes favorables à une réforme du commerce international fondée sur des règles, y compris une réforme de l'Organisation mondiale du commerce. Je suis convaincue que l'accès à une énergie sûre, durable et abordable est essentiel, notamment pour les pays en développement, afin de leur permettre de réaliser leurs objectifs de développement. Nous cherchons à promouvoir de façon déterminée le projet de couloir Est-Ouest transcaspien qui va de la République de Chine jusqu'à l'Europe. Et nous contribuons également au développement du commerce mondial grâce à notre infrastructure moderne de transport et la ligne Bakou-Tbilissi-Kars. Alors que nous cherchons à bâtir un avenir qui respecte la nature, nous avançons vers notre objectif de zéro émission d'ici 2053. Nous avons le plaisir de constater que le mouvement Zéro Déchet, sous la houlette de ma femme, Émine Erdogan, a connu un succès croissant dans le monde en convainquant de plus en plus de personnes. Dans le cadre de ce processus, les pays développés n'ont désormais plus le choix d'assumer leurs responsabilités. C'est désormais une obligation qui leur incombe. En tant que l'un des pays fournissant le plus d'assistance au développement dans le monde, nous nous efforçons de réaliser les objectifs de développement durable des Nations Unies. Pour atteindre les ODD d'ici 2030 et permettre à des centaines de millions de personnes de par le monde de vivre dans la dignité, nous appelons à une mise en adéquation de l'architecture financière mondiale et du principe de ne pas faire de l'essai pour compte. Et à ce sujet, je tiens particulièrement à attirer votre attention sur les points suivants. Alors que nous sommes en proie à des défis géopolitiques, l'humanité assiste à un bond en avant sans précédent en matière d'IA, d'intelligence artificielle. Le pouvoir de transformation et les avantages de ces technologies, eh bien, toutes les sociétés devraient pouvoir avoir accès à ces avantages. Et les technologies de l'IA doivent être utilisées dans l'intérêt de l'humanité et non pas comme nouvel instrument de domination. La Banque technologique des Nations Unies pour les pays moins avancés, que nous accueillons en Turquie, joue un rôle décisif pour combler le fossé numérique et technologique. Nous avons préparé une Convention sur les droits de l'enfant dans le monde numérique que nous ouvrirons bientôt à ratification. Je suis certain que cela va beaucoup sensibiliser à ces questions et nous comptons sur votre soutien. D'autre part, en cette ère de racisme, de xénophobie et notamment d'islamophobie qui ont atteint des niveaux sans précédent, lutter contre ces tendances qui menacent la culture de la coexistence est devenue une obligation essentielle faite à l'humanité. Nous prenons note du fait que M. Moratinos, représentant de l'Alliance des civilisations, a été désigné envoyé spécial du secrétaire général pour lutter contre l'islamophobie. Je l'ai dit ici l'année dernière. La famille en tant qu'institution est plus menacée que jamais. Défendre la famille étant composée d'une femme et d'un homme, c'est défendre l'humanité, la nature, la vie, l'avenir. La Turquie continuera de défendre la famille malgré cette avalanche d'attaques. Mesdames et messieurs, les Nations Unies ont été créées pour préserver l'humanité de la catastrophe de la guerre. Et l'ONU est imprégnée par les valeurs qui illuminent la sombre époque à laquelle nous vivons.
Nous appuyons pleinement l'initiative ONU 80 lancée par le secrétaire général Guterres afin de rendre notre organisation plus efficace et efficiente. Et j'espère que cette initiative aboutira et renforcera l'ensemble des activités de l'ONU. Nous sommes prêts à pleinement appuyer ce processus et nous avons pour ambition de faire d'Istanbul un centre de l'ONU. Je suis profondément convaincue qu'il est de notre responsabilité partagée de prendre des mesures afin de retrouver l'esprit fondateur de l'ONU à l'occasion de ce 80e anniversaire. Nous continuerons de dire le monde c'est plus que 5 pays et nous continuerons de le répéter tant que l'on ne parviendra pas à un système où ce sont ceux qui ont raison qui ont le pouvoir et pas les puissants qui ont forcément raison. Notre tâche n'est pas d'abandonner le système, de le réparer, de le faire fonctionner. Un monde plus juste est possible, c'est indubitable. La Turquie continuera patiemment de se battre pour bâtir un monde plus juste. Que Dieu nous aide. Une fois de plus, je vous salue et je vous remercie.